Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup d'être parmi nous. My name's David Malone, and I have the privilege of working here at IDR. David Malone, j'ai le privilège de travailler au CRDI. Et aujourd'hui, j'ai le privilège de vous présenter Ibrahim Gambari, qui est connu sous le titre d'ambassadeur Gambari. Il a été un ambassadeur extraordinairement efficace auprès des Nations unies pendant de nombreuses années. Il a été ministre des Affaires étrangères de son propre pays. Il a représenté son pays aux Nations unies. Il a été ensuite invité à représenter les Nations unies, ce qu'il a fait à plusieurs titres. Il a été sous-secrétaire général pour les questions politiques, un des postes les plus fascinants aux Nations unies. Il a également été l'envoyé spécial lors de questions particulièrement délicates, une fois en Irak et à un autre moment qui est peut-être moins connu mais qui était très important auprès du Myanmar. Et nous avons communiqué à ce moment-là lorsqu'il s'occupait du Myanmar et qu'il essayait d'amener le genre d'évolution que nous voudrions voir dans le climat politique du Myanmar. Aux Nations unies, l'ambassadeur Gambari a été à la tête de plusieurs comités et commissions. Il a servi au Conseil de sécurité et il s'est occupé de préparer ou de négocier plusieurs ententes. C'est un médiateur brillant, poste qu'il a occupé là et ailleurs. L'ambassadeur Gambari a été au Soudan depuis le 1er janvier 2010. Il représente deux organisations, pas seulement les Nations unies, mais également l'Union africaine à titre de représentant spécial. Représenter deux organismes en même temps, c'est un défi considérable parce que même avec les meilleures intentions du monde, deux organisations ne s'entendent pas toujours sur tous les aspects d'une question. Nous ne parlerons peut-être pas de cela tout de suite, mais quelqu'un voudra peut-être poser une question à ce sujet. Je devrais ajouter qu'il a fait une carrière universitaire éminente. Il a un doctorat de l'Université de Columbia en politique et relations internationales. Il a reçu son diplôme de King's College à Lagos. Il est également passé par la London School of Economics. Il a été même mon patron pendant 2 années très agréables parce qu'il était à la tête du comité spécial sur les opérations de maintien de la paix. C'était le comité des 34 qui compte maintenant plus de 100 membres aujourd'hui. J'étais un des vice-présidents. Il m'a confié la responsabilité d'être responsable des négociations entre les délégués. Pour moi, j'étais un partenaire junior et ça a été une occasion extraordinaire. Ibrahim m'a beaucoup appuyé et lorsque les choses se déroulaient mal lors de négociations, je lui présentais des rapports et il faisait tout ce qui était nécessaire pour résoudre les problèmes en coulisses. Alors, j'ai beaucoup de reconnaissance pour lui. J'ai également beaucoup d'admiration pour pour sa capacité, son talent lorsqu'il s'agit de dénouer des situations difficiles. Le Canada a donc le privilège de vous accueillir et c'est un privilège également pour le CRDI de vous souhaiter la bienvenue. Vous pourrez prendre la parole aussi longtemps que vous le voudrez. Il y aura ensuite un échange avec les participants dans la salle et vous pourrez reprendre votre fauteuil à ce moment-là. Mais membres du conseil d'administration du CRDI,
Excellences, amis et collègues, Carol McCoskey, qui était mon collègue aux Nations Unies, mon patron ici, il a toujours un passeport nigérian, et David Angel a également dit qu'il serait peut-être ici. Il a été haut-commissaire du Canada au Nigeria. Mesdames et messieurs, d'abord, je vous remercie de m'avoir invité ici et de m'avoir présenté en termes aussi élogieux. Je veux remercier aux collègues qui sont ici qu'il y a une bonne répartition du travail. Mon collègue était président du groupe de travail et il a fait tout le travail et moi, j'ai bénéficié des résultats. Ça a été un excellent collègue qui est devenu ensuite président de l'Académie internationale sur la paix et il a été également haut-commissaire du Canada en Inde. Lorsque je travaillais sur le dossier du Myanmar, j'ai bénéficié de ses pensées, de ses intuitions sages, et il m'a souvent aidé. Je ne pourrai jamais le remercier suffisamment. Je suis très heureux de partager mes idées sur les perspectives d'une paix durable au Darfour avec mon auditoire d'aujourd'hui. J'espère que cet après-midi, je pourrai susciter une discussion animée qui permettra de mieux faire comprendre la portée de ce conflit. J'espère que ceci apportera une contribution à la paix et à la justice dans cette région du Soudan. Je voudrais remercier en particulier le CRDI qui a permis d'exprimer la voix du Darfour par mon entremise. Il y a eu des questions importantes qui ont été soulevées à l'échelle nationale et internationale au Soudan. Mais la raison pour laquelle la communauté internationale et représentants se trouvent impliqués dans ce dossier, c'est que nous représentons essentiellement le Darfour. Je veux remercier le gouvernement canadien qui a facilité mon voyage au Canada. Depuis mon arrivée, ma délégation et moi-même avons bénéficié de l'hospitalité chaleureuse bien connue des Canadiens. Je suis très heureux d'être venu ici en octobre plutôt qu'en janvier ou en février. Ottawa est une très belle ville, mais je dois avouer que j'essaie d'éviter de venir en hiver. Je vous souhaite la bienvenue au nom du Darfour et de la MINUAD qui est responsable du maintien de la paix. Il y a également une équipe de soutien de l'Union africaine qui s'occupe du processus de médiation. Expliquer la situation en termes très diplomatiques, c'est très difficile. Les Nations unies et l'Union africaine peuvent être servies en même temps, mais c'est très difficile. Je vais vous donner des exemples. Pour le secrétaire général des Nations unies, le président du Soudan est un criminel de guerre. D'autre part, l'Union africaine considère que M. Bachir est un président d'un pays et un membre en bonne et due forme de l'Union africaine et qui doit être bien accueilli. Très souvent, les Nations unies me demandent de limiter mes contacts avec le président Bachir. Et l'Union africaine me dit, essayez de communiquer avec le président Bachir aussi souvent que vous le pouvez. Comment adopter et ne pas adopter en même temps le président Bachir, c'est difficile. Et le président de l'Union africaine
a dit plutôt, ne tenez pas compte de ce que dit Gambari parce qu'il peut toujours jouer sur les deux tableaux. Je dois promouvoir la cause de la paix au Darfour. Et je parle donc de la mission de négociation et de la mission de maintien de la paix. Le maintien de la paix et la création de la paix ne doivent pas être séparés. Et Daryl McCoskey, qui était au Burundi, sait très bien qu'on ne peut pas séparer le maintien de la paix de l'établissement ou de l'instauration de la paix. Il faut que les deux fonctionnent ensemble pour qu'il y ait des accords qu'on puisse maintenir. Mais c'était le cas au Darfour. Le chef de l'OTAN, qui avait été nommé par l'Union africaine et les Nations unies, a été nommé au Burkina Faso et on m'a demandé de m'occuper du maintien de la paix au Darfour à titre intérimaire. J'ai dû me rendre à Doha, ce qui ajoute un autre degré de complication. Quelqu'un d'autre, donc, devait se charger de la création de la paix alors que je devais m'occuper de maintien de la paix à Darfour. Je suis allée à Doha 18 fois parce qu'on ne peut pas séparer les deux. Et on m'a demandé, à titre intérimaire, d'accepter la responsabilité des deux rôles. Pour ce qui est du mandat de maintien de la paix et de la protection des civils, il y a des gens qui risquent constamment leur vie dans l'intérêt du maintien de la paix. Je voudrais rappeler à mes collègues qui sont ici que beaucoup de gens ont fait l'ultime sacrifice, que ce soit du côté de l'Union africaine ou de la mission de l'UNAMID. Nous avons perdu 38 soldats du maintien de la paix. Les gens qui vivent au Darfour doivent protéger les civils et assurer l'expédition d'aide humanitaire pour ceux qui vivent dans cette région. Nous avons un personnel de 31 000 personnes et nous avons un budget d'1,7 milliard de dollars. Nous sommes la plus grosse et la plus coûteuse opération de maintien de la paix. C'est beaucoup d'argent, 1,7 milliard de dollars, dis-je, c'est beaucoup d'argent, surtout en période de difficultés financières et d'austérité. C'est difficile d'obtenir tout cet argent pour la MINUAD. N'oubliez pas non plus que le Darfour est de la taille de la France. Vous pouvez comprendre à quel point maintenir la paix et protéger les civils est une tâche qui n'est pas facile, mais nous allons continuer à faire de notre mieux. Je tiens à souligner qu'au cours des derniers mois, il y a eu des changements historiques et critiques pour le Soudan. À partir du 9 juillet, lorsque le Sud-Soudan est devenu indépendant à la suite de la mise en œuvre d'un accord de paix et d'un référendum, les gens du Sud-Soudan ont décidé plutôt de faire cavalier seul. Et le président du Soudan a accepté de respecter la décision du Sud-Soudan. Nous avons donc un nouveau pays. Je dirais que nous avons deux nouveaux pays. Le Sud du Soudan et également la République du Soudan, qui n'est plus ce qu'elle a été. Nous avons donc deux nouveaux pays à la place de ce qu'on appelait auparavant le Soudan. Et les efforts de la communauté internationale devraient porter sur l'établissement de deux États stables qui vivront en paix l'un avec l'autre. Regardons maintenant la République du Soudan.
Elle a perdu le quart de sa population à la suite de l'indépendance du Sud. Un tiers de son territoire et un tiers de ses revenus. La République du Soudan a maintenant l'obligation de restructurer son économie, sa politique et sa mission internationale pour s'adapter à ces changements. Le gouvernement de la République du Soudan se rend compte de la nécessité essentielle de résoudre le conflit du Darfour le plus rapidement possible pour entamer la reconstruction nationale et le développement national sans subir les retombées néfastes d'un conflit. Le gouvernement du Soudan a la responsabilité d'accepter la réalité du Sud-Soudan, qui est indépendant, et doit faire tous les compromis nécessaires pour que le reste du pays puisse s'adapter à la situation, parce que le pays a perdu le quart de ses revenus et le tiers de sa population. Le gouvernement du Canada et nos partenaires internationaux devraient se porter à l'aide du Soudan, parce que si la communauté internationale doit concentrer tous ses efforts sur le Sud et laisser s'appauvrir le partenaire du Nord, ceci ne permettra pas vraiment d'aider le Sud du Soudan. Et c'est la raison pour laquelle j'ai été ravi, comme ceux qui travaillent pour la paix au Soudan, que le 14 juillet, il y a eu cette entente de paix entre le gouvernement du Soudan et le mouvement pour la libération et la justice. Et ce mouvement pour la libération et la justice est une organisation cadre qui regroupe différents mouvements armés. Cette entente a été signée dans le contexte du document de Doha sur la paix au Darfour. Voilà donc ce qui est différent. Par le passé, il y a eu des ententes entre le gouvernement du Soudan et un des groupes armés, le DPA. Il y a eu un document qui a été signé à Abuja, la capitale de mon pays. Mais cette fois-ci, l'entente est plus vaste et elle permet à un regroupement de rebelles de conclure des accords. Alors, comment peut-on amener ceux qui n'ont pas encore signé à souscrire au processus de paix? Il y a quelques mouvements qui ne sont pas touchés par le mouvement de paix, un mouvement dirigé par Khalil Ibrahim. Au lieu de participer au processus de paix, il est dommage que ce groupe ait décidé de créer une nouvelle coalition qui aurait pour but de renverser le régime de Khartoum. Ils veulent un changement de régime. Je suis favorable à l'unité des différents mouvements. Plus il y aura d'unité, mieux ça vaudra. Mais j'ai toujours dit publiquement et en privé que ces mouvements devraient s'unir pour créer la paix et non pas pour poursuivre la guerre. Les gens du Darfour ont souffert trop longtemps et tout ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'assurer la paix pour que les uns et les autres puissent bénéficier de la paix. Sans une entente complète pour la paix, jusqu'à ce qu'il y ait cette entente complète, nous ne pourrons pas faire ce que nous devons faire. Nous avons une mission de maintien de la paix qui est la plus coûteuse au monde et cette mission ne pourra pas réaliser tout son potentiel et mener à une entente de paix complète. À cause de cette entente qui a été signée
à Doha le 14, les perspectives de paix au Darfour sont donc bien engagées. Nous n'y sommes pas encore arrivés, mais nous allons dans la bonne voie. Il va falloir mettre en œuvre, et je reviendrai là-dessus dans quelques minutes, il faudra aller chercher ceux qui n'ont pas signé l'entente de paix et les amener à se joindre à nous. Les défis les plus importants que je perçois et qui nécessitent notre attention seraient les suivants. La détermination des étapes suivantes pour le processus de paix au Darfour et la signature de ce document pour la paix au Darfour qui a été signé le 14 juillet. Il faut insister particulièrement sur le premier aspect qui serait d'amener le gouvernement du Soudan et le mouvement pour la justice et l'égalité de poursuivre leurs négociations. Ils ont participé aux négociations, mais ils n'ont pas signé le document. Il y a beaucoup d'autres questions, mais en tant que médiateurs, nous croyons que les différences à l'heure actuelle ne sont pas insurmontables aussi longtemps qu'il y a une volonté politique de conclure un accord. Deuxièmement, il faut que le document soit appliqué de façon sérieuse. Ceci va créer une nouvelle situation sur le terrain. Les gens qui auront le sentiment qu'il y a de l'espoir se rendront compte que le gouvernement soudanais est sérieux et ils pourront bénéficier des avantages de la paix. Et ceci aura des répercussions au niveau du développement. Il faudrait également une troisième priorité. Toutes les ententes qui ont été signées jusqu'ici, d'abord entre le gouvernement accord qui a été signé à Abuja, à l'extérieur du Soudan et à l'extérieur de Darfour. Le dernier accord a été signé à Doha, au Qatar. Mais en dernière analyse, il faudra un document qui sera présenté par les gens du Darfour eux-mêmes, parce que ce sont eux qui vont garantir la paix entre le gouvernement et les mouvements armés. Pour ce qui est des prochaines étapes, la résolution 203, introduite le 9 juillet, a souhaité la bienvenue. Elle était de voir et de consulter, tel qu'approprié, tous les dirigeants soudanais ainsi que le comité de mise en œuvre et de suivi, tenant compte le DDPD. Ça, c'est le document de Doha pour la paix au Darfour et de créer un meilleur climat politique au Darfour. L'idée d'une marche n'est pas nouvelle. On a toujours, ou d'une carte de route plutôt. On a toujours parlé d'une carte de route. Il y a eu quelque chose qui s'appelait le panel de haut niveau pour l'Union africaine pour le Soudan. Et c'est brillant parce que, en fait, ça a soulevé deux choses que je trouve critiques. D'abord, plutôt que de parler de la crise de Darfour ou la crise dans le Soudan du Sud ou dans l'Est du Soudan, tout ce que vous avez, c'est la crise de Soudan qui se manifestait à tout bout de champ dans ces vidéos et dans ces différents territoires. The justice system has to be looked into. Accountability, end of impunity. L'interprète regrette, il y a eu un problème technique. Nous avions perdu temporairement le son, mais c'est revenu. Donc, l'Union africaine avait déjà trouvé moyen de lier les aspects, des différents aspects, les différentes composantes de la crise en eux.
et de montrer la voie vers l'avenir. Le comité de suivi international qui a été établi sous la présidence de Qatar afin de mettre en œuvre le document de Doha pour la paix au Darfour entrait en vigueur le 11 septembre de cette année. Ce que ça fait, c'est que ça donne une orientation politique pour la mise en œuvre du DDPD, surtout pour essayer de mettre fin au conflit armé. On voudrait que la guerre s'arrête, les hostilités s'arrêtent. J'aimerais vous dire que comme résultat du travail du Comité international de suivi, ainsi que UNAMID et de Qatar, nous avons commencé à travailler sur la commission du cessez-le-feu. Nous nous sommes déjà rencontrés 3 fois, la dernière fois le 3 octobre. Donc, bientôt les forces du gouvernement et les partenaires qui ont signé cette entente nous ont identifié le remplacement et la prochaine étape sera de la réinsertion sociale de toutes ces différentes forces armées. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, il faut voir comment signer, comment attirer tous ces différents mouvements qui ne veulent pas signer. Quelle serait la stratégie, donc, pour attirer un mouvement qui n'a pas accepté de signer et de les attirer, de les apprivoiser? J'ai une stratégie qui, je le suis convaincu, fonctionnera. Et si ça fonctionne, je vais rentrer au Nigeria. Il n'y a aucune stratégie simple quand même. Je pense qu'il nous faut différentes stratégies pour les différents groupes qui n'ont pas encore accepté de participer au processus de la paix. D'abord, comme je l'ai dit, certains groupes, bien entendu, ont accepté de participer, arrivent, s'en vont, reviennent. Alors, il faudrait une stratégie pour les encourager à revenir à la table de négociation et à y demeurer. L'écart entre eux et le gouvernement, en fait, n'est pas si grand. Le gouvernement dit, nous sommes le gouvernement, on vous accorde 3 mois pour signer et c'est tout. Ça finit là. La seule chose dont nous voulons discuter sont 2 choses. Les arrangements de sécurité et le domaine politique. Et le document que nous avons signé le 14 juillet voudrait aborder toutes sortes de différents enjeux. Mais il faut quand même commencer par quelque chose. Pourquoi ne pas prendre les 2 enjeux qui intéressent le gouvernement selon lui? Donc, la politique et les arrangements de sécurité. Après quoi, nous passerons à d'autres choses. Je pense qu'on peut faire preuve de bonne foi et de bonne volonté en commençant par ces 2 questions, afin que le processus aille de l'avant. J'ai dit ça à tous les autres. Ils ont écouté jusqu'à récemment où il semble y avoir un conflit interne chez eux. Je reviendrai là-dessus parce que Khalil Ibrahim, qui est un dirigeant, un leader, était en Libye. Vous savez ce qui est arrivé en Libye. Donc, ce n'est pas vraiment un milieu très propice pour la paix. Il y a beaucoup d'armes, beaucoup d'argent, selon certains en tout cas. Il y a des gens dans son mouvement qui trouvent qu'il a été tellement préoccupé par le pouvoir et voulait devenir le prochain président de tout le Soudan, ou quoi qu'il en soit, qu'il a prêté trop peu d'attention aux gens qui voudraient mettre fin à ces conflits armés. Je pense que le gouvernement du Soudan voudrait quand même avoir un pays qui n'est pas fragmenté, qui n'est pas fracturé. Donc, ce n'est pas dans notre intérêt d'encourager la fragmentation, mais ça, c'est à eux de décider. Après quoi, il va falloir continuer à essayer de continuer le dialogue avec eux. Ensuite, les groupes qui n'ont pas signé le document de la paix, c'est éliminé. Ils avaient déjà signé un document à Bouya, mais il fait partie du gouvernement dans ce sens et a déjà participé à une entente antérieure. Mais il faudrait une nouvelle entente qui, d'après nous, est meilleure que celle qu'Elia a déjà signée. Certains croient qu'avec un peu d'encouragement, surtout l'offre d'un poste au gouvernement,
qu'ils seraient peut-être tentés de revenir. Mais ceux qui sont exclus par le processus de la paix se sentent exclus. C'est Abdem El-Douaïd qui n'a jamais accepté de participer au processus de la paix. Ça me cause toujours des problèmes quand je dis cela. Mais je lui ai dit, je suis frustrée. Je vous ai rencontré 2 fois à Paris, puisque je l'ai vu à Kampala aussi. Quiconque peut contribuer à la paix, moi, j'irai les rencontrer et leur parler. Il m'a dit, bien, je me suis jointe aux négociations, mais on ne va pas pouvoir régler tous les problèmes, vous savez. J'ai dit oui, mais si nous réussissons à résoudre tous les problèmes avant votre arrivée, inutile que vous veniez à ce moment-là. De toute façon, songez à l'avenir de votre région, songez au destin de votre peuple. Nous sommes en train de discuter de tout cela, il faudrait que vous soyez là. Moi, ma conclusion, c'est que afin de l'encourager à venir, il va falloir exercer une certaine pression. Je pense que certains songent à imposer des sanctions ciblées pour accélérer le processus de la paix et le favoriser. Mais je pense que 2 choses doivent se produire. D'abord, permettez au gouvernement du Soudan de dépenser de l'argent pour mettre en œuvre le programme de développement et de récupération afin d'aborder les causes fondamentales du conflit au Darfour. Donc, ça, c'est du travail du DDPD. Ainsi, le gouvernement sera plus crédible et nous, à titre de partenaires, serons prêts. Et pourtant, nous sommes prêts à mettre en œuvre, dès que possible, de très bonnes mesures avec et de la part du gouvernement et présider la commission du cessez-le-feu. Alors ça, c'est quelque chose qui doit se produire. Deuxièmement, la façon dont nous pouvons lancer un processus interne au pays, parce que je suis convaincue, moi, qu'il faut qu'on écoute la voix du peuple de Darfour. Il y a des personnes déplacées, 1,7 million. En fait, mais il y en a déjà eu 2,7 millions à l'apogée du conflit. Mais il faudrait utiliser des fonctionnaires, des représentants élus, des représentants nommés. Il faut qu'on entende parler de toutes ces personnes-là, qu'on écoute tous ces voix-là pour savoir comment eux pourraient contribuer à la paix aussi, et pour exercer de plus en plus de pression sur tous les groupes de vouloir s'engager et participer au processus de la paix. L'autre question qu'il faut aborder, d'après moi, c'est en tentant d'encourager les processus domestiques, ou au pays plutôt, il faut avoir un environnement propice. Encore une fois, ça me cause des problèmes quand je dis de telles choses. En passant, lorsque le gouvernement et les autres sont tous fâchés contre moi, je me dis, j'ai peut-être dit la bonne chose. Je suis peut-être dans la bonne voie. Mais ils disent, comment pouvez-vous parler d'enlever l'état d'urgence? Et moi, je dis, tout d'abord, je crois personnellement que si le gouvernement devait suspendre l'état d'urgence, que ça donnerait plus de liberté aux gens et ça les encouragerait à venir et exiger que la guerre cesse, de venir se joindre au processus de la paix. Deuxièmement, le comité a annoncé que le 17 avril, il y a eu une réunion du corps diplomatique et on dit nous allons quitter l'état d'urgence d'ici 2 semaines. Peut-être que le gouvernement a changé d'idée, mais moi, je demande simplement au gouvernement de faire ce qu'il a annoncé qu'il allait faire, qu'il devait faire plus tôt cette année. C'est sûr que la crédibilité du processus et donc la légitimité du processus aussi et de tous les partenaires sont atteintes si l'état d'urgence n'est pas suspendu, tout comme le gouvernement lui-même s'est engagé à faire. Comme je l'ai dit, si nous pouvons mettre en œuvre le DDPD, lancer ce programme et donner suite avec toutes sortes de programmes de récupération et de développement, par exemple les 27 et 28 juin,
y a eu une conférence internationale très réussie sur l'eau. Et il y avait 65 projets que nous avons approuvés. Environ un demi-milliard de dollars ont été promis. Même le gouvernement du Soudan, ce qui est admirable. Mais l'eau est une des sources principales de cette guerre. Mauvaise gestion de l'eau, etc. Et ça va contribuer à une paix durable en Afrique d'avoir une meilleure gestion de l'eau. Alors, permettons aux programmes d'aide et de récupération et de développement prêter main forte. Permettez au gouvernement d'investir dans de tels projets et programmes. Par exemple, ayons un Darfourien comme président. Moi, j'aime bien Adam Youssef, qui a été nommé. Et moi, je suis africain. Moi, j'aimerais bien que nous nommions quelqu'un provenant de des groupes rebelles. Mais le gouvernement va choisir un membre du NCP. C'est ça. C'est sûr que c'est un Darfourien. Mais lorsque les Darfouriens disent qu'un des leurs a été nommé au pouvoir et que, deuxièmement, lorsqu'ils verront qui présidera ces commissions et ces groupes pour gérer la paix et les autorités traditionnelles régionales, parce qu'en partie aussi, ils luttent contre la décentralisation, le manque de gouvernement, des étapes comme ça. Il faudrait quand même rehausser le sentiment parmi les peuples que ce gouvernement est sérieux, que la communauté internationale l'appuie et qu'il y a de l'espoir pour la paix. Mais tous les processus internes et externes doivent quand même entrer en ligne de jeu et démarrer. Je conclurai en disant que tout cela demandera une approche double pour améliorer le processus de la paix. D'abord, il faut appuyer la mise en œuvre du DDPD, le document de Doha pour la paix au Darfour. Et deuxièmement, il faut travailler en conjonction avec l'Union africaine et un panel de haut niveau qui faciliterait l'établissement d'un milieu propice à la paix au Soudan. Je vais continuer, moi, à explorer de façon active toutes les possibilités au sein du gouvernement et ailleurs aussi pour trouver des solutions positives et favorables à tous. L'UNAMID sera toujours là aussi en disponibilité pour appuyer les positions du gouvernement et d'autres mouvements aussi. Moi, je crois que l'approche que je prône ne diminuera pas les fonctions de base du gouvernement qui doivent protéger les civils. Et les forces des Nations unies sont là pour faciliter la distribution de l'aide humanitaire, y compris aux 1,7 personnes dans les camps de réfugiés. Nous voulons promouvoir des programmes de récupération et de développement dans toute la région. Il nous faut de nouvelles politiques qui sont plus robustes et qui vont mettre en œuvre ces mandats de base. Par exemple, du côté de la protection, nous avons accru le nombre de patrouilles de 90 par jour à 160. Et je les encourage, moi, à augmenter le nombre de patrouilles à au moins 200 par jour, de sorte que les gens aient moins peur, qu'ils aient plus confiance et que nous ayons le temps de réagir rapidement à toute menace envers la sécurité et la paix de la population. Aussi, nous refusons d'accepter le non pour la réponse. J'ai dit aux gens qu'il faut dire aux gens pourquoi vous les avez arrêtés. Les gens doivent pouvoir savoir pourquoi ils ont été arrêtés. Il faut savoir aussi pourquoi vous les avez arrêtés et pourquoi vous avez laissé procéder ou non. Il y a une région qui s'appelle Jebel Mala. Où on a offert de l'aide humanitaire pendant presque un an. On a ouvert l'espace et nous encourageons toute la communauté d'aide humanitaire à venir prêter main forte. Alors, il faut
Par contre, faire attention et tenir compte des développements politiques importants dans certaines régions dans l'Afrique du Nord et d'autres régions connexes. Lorsqu'on regarde ce qui s'est passé en Afrique du Nord et ailleurs, j'ai identifié les besoins suivants. L'inclusivité dans la politique publique. Deuxièmement, l'importance de garantir les libertés fondamentales. Troisièmement, une croissance sociale, une paix et un développement accessible à tous. Encourager les gens envers des pratiques démocratiques. Et c'est important. Il faut leur offrir la justice sociale, les droits de la personne, et ce, aussitôt que possible. Ça, c'est quelque chose dont nous devons tenir compte en nous approchons des objectifs du développement durable, entre autres. Enfin, peu importe la forme que prendra ultimement le processus de la paix et le rôle que jouera l'UNAMID, la mission portera sur ces objectifs de base. Il faut protéger les civils et faciliter la prestation d'aide humanitaire dans toute la région. Et enfin, il ne suffit pas de s'occuper des réfugiés dans les camps. 1,7 million de personnes. Ça, c'est une situation anormale. C'est anormal pour qu'une 1,7 million de personnes se retrouvent vivant dans de telles conditions pendant des années, parfois 6 ans ou plus. C'est inacceptable. Il faut faire tout notre possible pour développer un programme pour ramener ces gens-là chez eux et leur assurer une paix durable. Parce qu'ils ne retourneront pas tant qu'il y aura des indications que la situation ne s'est pas réglée. Il faut une vraie sécurité, une paix véritable. Que veulent les gens au fond? Simplement mener une vie normale en toute paix et en toute sécurité. Ils veulent avoir assez à manger eux-mêmes et pour leurs enfants. Je vous remercie d'avoir écouté. Merci beaucoup, Ibrahim. We'd like to hear from those. Maintenant, nous aimerions que les gens dans la salle posent des questions ou formulent des commentaires. Je suis sûre qu'il y aura une foule. Nous avons donc 2 microphones dans la salle. Peut-être que l'ambassadeur accepterait 1 ou 2 questions à la fois pour voir s'il peut parfois offrir des réponses composées. Alors, l'ambassadeur du Soudan ainsi que le haut-commissaire du Nigeria, ainsi que l'ambassadeur de l'Italie se trouvent tous ici dans la salle avec nous aujourd'hui. Tout un honneur. Je me demandais si je pouvais commencer moi-même par poser ma propre question. Après ça, nous entendrons 2 questions de la salle. Vous avez parlé de l'Afrique du Nord. Vous avez aussi mentionné un résident récent de la Libye, mais il me semble que ce qui semblait être des guerres civiles respecte rarement les frontières. Alors, je voulais vous poser une question au sujet des voisins du Darfour et la façon dont les voisins du plus grand Soudan, ou les voisins du Soudan, par exemple l'Égypte, ont tenté d'aider ou non à atteindre une résolution qui, comme vous le dites, permettrait à un très grand nombre de personnes à rentrer chez eux et reprendre un rythme de vie normal. Merci, Ibrahim. On savait que ce serait un tour de force, votre discours, et en fait, en vous entendant parler, je regrette d'avoir pris ma retraite. J'aurais bien aimé être à côté de vous dans cette lutte. Alors, je suis la professeure Zucker de l'Université d'Ottawa. Je suis accompagnée de 13 étudiants qui étudient les états fragiles des étudiants du 2e cycle. Voici un véritable exemple de ce qu'ils étudient. Merci pour cela. J'aurais évidemment un tas de questions à vous poser, mais je vais partager le micro avec d'autres aussi. Dans votre présentation, vous avez beaucoup parlé des causes profondes, de l'importance de reconstruction et du développement dès que possible, et vous avez démontré tout cela dans votre présentation, qu'il est si important d'en arriver à la paix, de créer la paix entre les différentes factions.
C'est très difficile de faire tout cela au Darfour, bien entendu, puisque le gouvernement même a joué un tel rôle en initiant ce conflit. Donc, de les encourager à parler des causes fondamentales et des solutions à long terme sera extrêmement difficile et c'est en partie pourquoi ce conflit a tant perduré. Une des choses que nous avons apprises, et je sais que vous le savez vous-même, c'est l'importance d'arriver à la table et de voir qui participe à la création de la paix, pas seulement les groupes qui ont participé à la guerre. Il faut quand même une entente sur la paix parmi ceux qui veulent la paix. Alors, votre expérience où vous portez deux chapeaux, le maintien de la paix et le renforcement de la paix, vous facilite la tâche, puisque vous voyez les deux côtés de la médaille. Pourriez-vous nous parler des négociations et comment c'est allé au-delà des groupes qui sont des parties du conflit? Y a-t-il des représentants de la société civile, les conseils de femmes, etc., qui vont vraiment participer à la mise en œuvre d'un processus de paix? Et pour ceux et celles d'entre vous qui participaient par voie électronique, c'était Carolyn McKay qui a travaillé au Burundi, qui a travaillé aux Nations unies longtemps, tant sur la consolidation de la paix que dans l'aide humanitaire. Une dernière question. Pourriez-vous vous nommer, s'il vous plaît, monsieur? Oui, je m'appelle Youssef Lakoui. Je suis de la République du Sud du Soudan. Et je suis heureux de vous revoir, professeur, et je pense que vous avez assez de chaleur du Soudan que vous apportez avec vous et que vous pouvez utiliser pour rester bien au chaud ici au Canada. J'aimerais savoir s'il y a un changement quelconque au sein de l'Union européenne et dans le mandat de la mission des Nations unies. Ce que je veux dire quand je parle du mandat, c'est-à-dire que vous n'avez pas le mandat de détenir, de vous défendre, d'arrêter les gens et aussi de désarmer les tribus arabes. Aussi, le mandat et toute la question du Nil bleu aussi. Il faut une perspective holistique pour intégrer toutes ces entités à votre stratégie pour régler le problème du Soudan. Et enfin, oui, enfin, quelles leçons avons-nous tirées du Minawi, qui faisait partie du gouvernement, et là, il est éclaté. Pourtant, comment est-ce que Halil et tous ces autres viennent participer? Je pense que je vais revenir au podium parce que je réfléchis mieux lorsque je suis debout, plutôt qu'assis. Du moins, je le crois. Contrairement à David, qui ne cesse jamais de réfléchir, d'écrire, qui ne s'arrête jamais, quoi. Alors, on passera à d'autres questions après, mais je vais répondre à celle-ci d'abord. D'abord, le privilège du président. Quant aux pays avoisinants, c'est vrai que dans la plupart des conflits africains, ça ne se limite pas aux pays le pays d'origine du conflit, le Soudan, le Libéria, le Congo. Il s'agit de conflits dans un pays qui ont fini par prendre des dimensions régionales. Et je pense le conflit du Congo a été décrit comme étant la 4e guerre mondiale de l'Afrique parce que vous avez eu 4 ou 5 pays, parfois c'est cas en faveur pour et contre qui luttent dans les pays des autres. Alors, en général, les pays avoisinants ont tendance à choisir une partie ou l'autre en cas de conflits armés. Et la Libye sous Gaddafi est en train d'appuyer Yen. Et de toute façon, la preuve que Khalil Gibran était en Libye, il vient juste de déménager au Darfour. J'ai été obligée d'aller le rencontrer 3 fois à Tripoli avant qu'il ne rentre au pays. Donc, le gouvernement du Soudan croit que c'est ce que faisaient les Gaddafi pour déstabiliser son pays. Les différences entre le Soudan et l'Égypte, vous vous rappellerez qu'on parle, on appelle parfois le Soudan l'Égypte, l'Anglo-Égypte. Les Égyptiens
Il y en a qui croient que les Égyptiens, on ne peut pas leur faire confiance, que ce ne sont pas de bons courtiers. Ensuite, il y a le Tchad, où le président appuyait anciennement l'opposition armée à Bachir. Le président Bachir, de son côté, a appuyé la résistance armée contre lui. Donc, et en Ouganda, bien entendu, le gouvernement à Khartoum, ce n'est encore une fois pas un pays amical, puisqu'ils ont appuyé, oui, le président du Soudan, mais aussi certaines des forces armées qui le résistaient. Donc, ça vous offre 3 ou 4 exemples des pays avoisinants. Mais heureusement, il y a eu quelques changements d'effectués. Tout d'abord, le président Déby a signé une entente avec le président Bachir pour normaliser leurs relations et ça fonctionne. Jusqu'ici, cette entente a contribué à stabiliser l'ouest du Darfour qui se rapproche le plus du Tchad. Et comme résultat, certaines forces armées ont été rejetées du Tchad. En Libye, inutile de vous dire ce qui se passe là-bas. Il y a Ali Ibrahim qui est là, mais il y a des problèmes qui sont là, et il ne va pas vouloir y contribuer davantage, mais il y a quand même une atmosphère à l'heure actuelle qui décourage ce genre de pratique. En Ouganda, dans le cas de l'Ouganda, son objectif principal a déjà été atteint. Alors, à savoir s'ils vont continuer à appuyer la résistance armée, reste à voir. Mais ce que les révolutions dans l'Afrique du Nord nous ont démontré, c'est un certain problème. Il ne s'agit plus simplement du Darfour. Ils veulent qu'il y ait des Égyptiens dans la République du Soudan même. Ça risque de causer des complications parce que comment peut-on s'attendre à ce que le gouvernement du Soudan, si j'étais un partenaire, comment puis-je négocier avec quelqu'un qui veut ma tête à tout prix? Alors, nous allons continuer à essayer d'agir comme intermédiaire entre le gouvernement et les rebelles. Mais comme on le dit tout le temps, on ne fait pas la paix avec ses amis, on fait la paix avec ses ennemis. Caroline, vous avez raison de dire que si nous nous limitons seulement aux gens qui se battent, nous n'aurons pas vraiment de paix. Nous n'aurons pas de paix sociale qui signifie une paix entre voisins. Une paix qui réglera la question de l'impunité. Une paix qui permettra de mettre un terme aux injustices du passé et qui donnera de l'espoir pour l'avenir. Même à Doha, où il y a un forum qui permet au gouvernement de négocier avec les mouvements armés, nous avons toujours insisté sur la société civile, mais on ne peut pas constamment continuer à envoyer des gens pour parler de paix. C'est bon, mais on ne peut pas envoyer tout le monde à Doha. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il est important de ramener le processus de paix de Doha. Il faut qu'un plus grand nombre de représentants de la société civile puissent y participer. Du 27 au 31 mai cette année à Doha, il y a eu une conférence qui réunissait tous les intervenants, les représentants de la société civile, les différents groupes, les réfugiés qui ont rencontré les membres des mouvements armés. Dans certains cas, les gens ont parfois crié qu'ils étaient les représentants des victimes et qu'ils voulaient la paix.
Bien entendu, le côté adverse a dit que c'était des gens qui avaient été amenés par le gouvernement. Mais tout le monde, y compris les jeunes, voulait mettre un terme à cette guerre. Il faut donc continuer à exercer des pressions et laisser le Darfour décider par lui-même. La dernière question portait sur le mandat. Je me demande qui a dit on ne mène pas une guerre avec l'armée qu'on voudrait avoir, on mène une guerre avec l'armée qu'on a. Et il faut utiliser le mandat que nous avons. C'est essentiel, c'est centré sur le Darfour. Le mandat a pour but de protéger les civils et d'aider à la relance et au développement. Je crois qu'avec ce que nous avons, nous allons faire une différence. Dans la mesure où il y a du développement, dans la mesure où le gouvernement doit rendre des comptes, le gouvernement aura la responsabilité de l'économie et du développement. C'est sa responsabilité. Et ce que nous ferons avec ce que nous avons, ce sera d'ajouter à cet effort. Il y a également des éléments de notre mandat, parce que ceux d'entre vous qui ne le savez pas, je vous dirais que si nous sommes menacés, nous avons le droit de nous défendre en tant que soldats du maintien de la paix. Il y a des règles très sérieuses pour assurer le maintien de la paix. À une certaine époque, nous étions paralysés. Quelqu'un pouvait nous tirer dessus, nous ne pouvions pas riposter. Mais je dois vous dire que les choses ont changé. Si vous nous tirez dessus, nous allons riposter. J'ai dit aux soldats et à la police que j'étais allé à Cambridge et j'avais vu une affiche. J'avais vu une affiche où on disait pas de stationnement, ne songez même pas à stationner votre voiture ici. Alors, si les gens pensent à nous attaquer, nous aurons le mandat nécessaire pour nous défendre. Mais vous avez raison. Nous devons nous limiter au Darfour. Et c'est la raison pour laquelle il y a une mission des Nations unies au Darfour. Comme je l'ai dit, pour ce qui est du Darfour, cette question est reliée à d'autres endroits, mais nous n'avons pas assez d'argent pour aller plus loin. Le gouvernement du Soudan a bien indiqué qu'il n'accepterait pas un mandat plus vaste. Alors, nous devons utiliser notre mandat de façon plus efficace plutôt que de chercher à avoir un autre mandat. Merci, Ibrahim. Monsieur? Merci. Dr Gambari, c'est un grand plaisir de vous revoir ici. J'ai eu le plaisir et l'honneur de travailler pour vous en Irak. Pourriez-vous donner votre nom, s'il vous plaît? Je m'appelle Sadi Amounafissa, du Soudan. Je dirais d'abord que le gouvernement du Soudan a une expérience de tous ces mouvements au Darfour. Il semble qu'il y ait eu beaucoup de méfiance entre les deux parties. Et cette entente dont vous avez parlé, croyez-vous vraiment que cela va fonctionner alors que Halil et les deux autres, Abdelwahid, alors que les deux mouvements les plus importants ne participent pas à l'entente? Deuxièmement, la mise en accusation du président. Est-ce que ceci risque de jouer un rôle sous-jacent pour d'autres partis? Parce qu'il y a eu plusieurs tentatives en vue d'assurer une certaine unité nationale pour régler certains problèmes nationaux, comme celui du Darfour.
Mon dernier point, si vous me le permettez, l'unité des mouvements darfouriens. Je me souviens que l'ancien SRSG était au Soudan. Et ceci était dirigé par le gouvernement du Soudan. Et on a essayé d'amener toutes les parties ensemble. Maintenant, on parle de réunir tous ces mouvements. Est-ce que ceci correspondrait au désir du gouvernement? Parce que le gouvernement voulait traiter avec eux un par un. Merci beaucoup de ces questions. Ada, pourriez-vous vous nommer, s'il vous plaît? Adrienne Di Giovanni, je travaille au CRDI, je m'occupe de questions de droit. Je voulais également poser une question au sujet du rôle du gouvernement dans le processus de paix. Vous avez parlé des exigences légitimes de la population. On a beaucoup écrit au sujet de la paix et de la justice, mais il est rare que nous puissions avoir une perspective en temps réel. Et vous avez parlé de maintien de la paix et d'instauration de la paix. Il s'agit d'une question qui n'est pas résolue. Dans quelle mesure cette mise en accusation du tribunal pénal international a-t-elle un impact sur votre travail? Merci pour des questions très faciles. Merci de vos bonnes paroles. Je sais que nous pourrons discuter après coup de la façon dont vous pourrez contribuer à la paix au Soudan, parce qu'après tout, c'est votre pays. Les Gambari, les Yampong peuvent aller et venir, mais ce sont les Soudanais eux-mêmes qui auront à faire la paix. Vous avez raison de dire qu'il y a de la méfiance, il y a beaucoup de méfiance entre le gouvernement et les divers mouvements. Et vous avez raison de me demander pourquoi je crois que les choses vont marcher cette fois-ci alors qu'elles n'ont pas marché par le passé. Cette entente est une entente entre le gouvernement et les mouvements armés. C'est une entente pour la paix au Darfour. Tous ceux qui seront prêts pourront y participer. Les premiers qui étaient prêts, c'était le gouvernement et le MLG. Il y a donc des possibilités qui n'existaient pas auparavant. Le deuxième point, je ne veux pas être excessivement optimiste parce que tout dépend des Darfouriens. Mais ce document mentionne certains problèmes clés comme l'indemnisation, les questions de terre, les questions de justice qui n'avaient pas été abordées dans les accords précédents signés au Darfour. Le troisième point, c'est qu'on donne du pouvoir au pouvoir transitoire, à l'autorité transitoire. Au départ, on préférait garder les trois groupes séparés. À un certain moment, il y avait 5 intervenants. Et lorsque les mouvements armés ont dit qu'ils préféraient traiter avec une seule autorité, la cause de ces problèmes au Darfour, c'était le sentiment que les pouvoirs étaient centrés tous au même endroit. Si vous avez une autorité régionale qui partage le pouvoir avec Khartoum, les gens savent qu'on a répondu à un de leurs principaux soucis. Et le gouvernement a accepté le transfert de pouvoirs régionaux et il a accepté que le leader du MLJ soit directeur de ce gouvernement provisoire. La situation est différente de ce qui était par le passé.
Les Britanniques ont une expression qui est amusante. The proof of the pudding is in the eating. C'est lorsqu'on mange qu'on sait si c'est bon. Et le gouvernement devra mettre ce programme en œuvre en toute bonne foi. Et la MINUAD pourra dire, vous faites ceci comme il faut, et là, vous avez tort. Et c'est là qu'il est important d'avoir quelqu'un qui va surveiller la mise en œuvre de l'entente. La deuxième question que vous avez posée, c'était la mise en accusation du président Bachir. Ce n'est pas quelque chose qui me préoccupe en ce moment. Si vous avez 1000 soldats dans un pays, si vous avez des civils, des militaires, des policiers, mais ce qui me préoccupe avant tout, c'est le bien-être de mes troupes. Je ne peux pas faire ceci si je dois me demander tous les jours si le président Bachir fait l'objet d'un mandat d'arrestation ou non. Ce qui m'intéresse, c'est le bien-être des gens du Darfour. Comme je l'ai dit, ma mission, c'est d'assurer le bien-être des gens du Darfour. Je ne dis pas que ce mandat d'arrestation n'a rien à voir avec la question, mais je dois travailler avec le gouvernement du Soudan. J'ai mentionné à David qu'une partie du problème, c'est que les Nations unies ont l'habitude d'établir des missions dans des États qui se sont effondrés ou qui sont en train de s'effondrer, comme le Libéria, le Congo ou la Somalie. Alors, vous avez des régimes qui ne fonctionnent pas et c'est vous qui êtes le patron. Mais ce n'est pas le cas au Soudan. Il existe un État qui a une armée solide, bien équipée, et un président, le président Bachir. Les forces qui s'opposent au sein du gouvernement du Soudan, ceux qui diraient que le Soudan ne peut pas permettre au Darfour d'aller dans le même sens que le Sud-Soudan et qui vont essayer de garder le Darfour à l'intérieur du Soudan. Ils devront être prêts à engager toutes les ressources nécessaires pour garder le Darfour. Ils diront, le Sud est parti, nous allons prendre toutes les mesures nécessaires pour garder le Darfour à l'intérieur du pays. Ceci risque de ne pas donner de bons résultats. Il faut donc veiller à ce que le gouvernement dépense de l'argent pour assurer de l'eau et pour permettre le retour volontaire des réfugiés. C'est ce qui permettra au gouvernement de s'attirer la bienveillance des réfugiés. Il y a 2 nouveaux États au Soudan, par exemple. Nous avons le Sud-Soudan, nous avons le Soudan qui reste et qui doit prévoir une nouvelle constitution. Une constitution qui respectera l'égalité des sexes, le statut des femmes, le statut des jeunes, le chômage, le partage des pouvoirs et avant tout la justice et la question de l'impunité. Je n'attendrai pas que quelqu'un arrête le président Bachir avant de traiter de cette question de l'impunité, parce que c'est un vrai problème. J'aurais dû mentionner toute cette question de l'impunité. Il y a des gens, des criminels, qui attaquent les soldats du maintien de la paix et qui saisissent des voitures. Nous devons arrêter les criminels, qu'ils appartiennent à la milice ou non. Ceci donnera aux gens le sentiment qu'il existe une égalité devant la loi. Il faut donc une constitution qui respecte les droits des citoyens. Et nous, au MINUAD, nous avons le mandat et les ressources pour encourager des progrès dans ce sens.
Récemment, j'ai participé à une rencontre du Comité pour la justice, la responsabilité, la conciliation et j'ai vu des anciens juges, par exemple du Nigeria, qui tentent d'aider le gouvernement à s'en aller dans cette voie-là. Lorsque vous avez la prolifération de tous ces mouvements armés, comme vous ne pouvez pas négocier avec 50 différents groupes armés, ce n'est pas possible. Mais jusqu'ici, il n'y en a que 4 pour l'instant. Il y a le mouvement de la libération et de la justice qui a déjà signé. Ensuite, un autre qui a participé parfois et parfois non. Il y a le groupe Wahid qui n'a jamais participé au processus de la paix. Et puis, le SLA et les Maui. Mais lorsqu'il y en a 20 ou 50 différents, c'est pas possible. Mais voilà ce qu'il nous faut, ce genre d'unité. Je pense que le gouvernement a compris que c'est dans son propre intérêt d'aller de l'avant sur ce dossier. S'il y avait une division au sein du gouvernement, et le gouvernement m'a dit, vous savez, c'est facile pour nous d'accepter que cette division, mais vous savez que évidemment c'est mieux pour nous de signer avec une entité unifiée. Le gouvernement a renvoyé Yan Prong, c'est vrai, c'est une persona non grata, mais je ne crois pas que ce soit uniquement à cause de ses activités en tentant d'unir le mouvement. Je ne sais pas en fait exactement, mais je sais qu'il y a un autre envoyé spécial des États-Unis, Jenna Gershon, qui a travaillé très fort pour unir les mouvements et parfois il y en a qui disent que c'est grâce à lui que ces mouvements se sont unis à ce point. Peut-être que l'ambassadeur du Soudan qui est là pourrait nous en dire plus long. Ou peut-être qu'il dirait le contraire, mais je ne sais pas. Mais le mandat des Nations unies et de l'Union africaine sont très importants, puisque c'est la seule mission hybride au monde entier qui est dirigée par 2 organismes, et c'est l'UNAMID. Même si le gouvernement du Soudan a des problèmes vis-à-vis des Nations unies, je ne crois pas non plus qu'il voudrait contrarier l'Union africaine. Ça m'étonnerait. Alors, ça, c'est quelque chose qui est très avantageux pour le leadership de l'UNAMID et pourvu, bien entendu, que nous n'exagérions pas. Pour ce qui est des obstacles à la paix et à la justice, bien, et cette question, il n'y a pas de réponse facile à ce problème. Je sais qu'il y a 2 secrétaires généraux africains avec qui j'ai eu le plaisir de travailler. D'abord, il y avait Boutros Ghali, qui, vous vous souvenez du fameux rapport, le programme de la paix, où il disait qu'il ne peut y avoir aucun développement sans paix, sans la paix. Et ensuite, il a dit aussi qu'il n'y aurait aucune paix durable sans le développement durable. Et puis, le deuxième secrétaire général, Kofi Annan, a dit qu'il n'y aurait ni développement ni paix à moins que les droits de la personne ne soient respectés, que la justice ne soit respectée. Alors, je pense que les 3 éléments sont liés. Et il faut il faut avoir une vue d'ensemble et procéder de façon holistique pour la réussite de nos efforts et pour pouvoir mettre fin à ce conflit. Merci. Alors, nous allons permettre à ces 2 derniers intervenants de parler et puis après ça, l'événement sera terminé. Allez-y. Bonjour, je suis un Soudanais canadien. J'ai une question qui me dérange. Vous avez de l'information au sujet des tailles et la pondération de ces différents groupes armés qui sont visés par vos efforts de médiation. D'après l'information limitée que nous avons ici, chaque groupe semble à tour de rôle être le plus gros. Bon, bien, on va vous revenir là-dessus un instant. Allez-y, monsieur. Martin Fisher, Pierce Keeping Center. Dr. Gambari, je me souviens de vous avoir entendu parler l'an dernier lors d'une réunion à l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Et vous avez commencé
Vous avez parlé de l'aspect hybride et David a dit ici que que vous portez 2 chapeaux. Alors, je me demande si vous pourriez partager avec nous certaines des leçons apprises au sujet du maintien de la paix, ce que signifie une mission hybride, tant d'après une perspective stratégique, sans trop s'arrêter sur les tactiques, mais pourriez-vous nous parler des leçons apprises, s'il vous plaît, au fil des ans? Merci. Et l'ambassadeur du Soudan, allez-y, s'il vous plaît. Merci. En fait, je n'ai pas de questions, mais quelques commentaires à prononcer. D'abord, j'aimerais remercier le CRDI de nous avoir invités à venir parler de cette question si importante. Et deuxièmement, je tiens à féliciter et de souligner le rôle positif que joue l'UNAMID au Soudan, ainsi que la coopération qui est en cours depuis le début de l'UNAMID entre le gouvernement soudanais et l'UNAMID. Cette coopération nous satisfait beaucoup et son progrès aussi. Troisièmement, j'aimerais souligner que le gouvernement soudanais, et peut-être le professeur Gambari l'a bien dit, je voudrais vous dire qu'il a été très objectif dans sa présentation. Il a vraiment très bien décrit la situation là-bas, ainsi que les perspectives et prospectives de paix au Soudan. J'aimerais souligner que le gouvernement soudanais est très sérieux et souhaite trouver une solution rapide à ce problème, pour de nombreuses raisons que le professeur Gambari, dont certains ont été mentionnés par le professeur Gambari. Merci, merci. La question de l'information. Quelqu'un a déjà dit, vous savez, les Nations unies n'ont aucune information là dans ces opérations de maintien de la paix. Mais ce qu'on signifie, c'est que nous n'avons pas la capacité de récolte d'informations. Les gouvernements très souvent refusent de donner de l'information aux Nations unies parce qu'ils ne veulent pas leur donner trop de pouvoir. Donc, ils n'ont pas les moyens précis de déterminer l'ampleur de notre mouvement. Donc, nous comptons sur le gouvernement. N'oubliez pas que nous sommes là à titre de mission. Alors, on supplie le gouvernement, s'il vous plaît, partagez votre information avec nous. Désolé de vous dire que c'est très rare qu'ils acceptent de le faire. Donc, nous faisons de notre mieux dans ces circonstances, à travers notre propre présence sur le terrain, à travers ce qu'on appelle les projets rapides, où on donne à la population ce qu'il lui faut dans la mesure du possible. Il y a beaucoup de troupes sur place, bien entendu, dans ce cas-ci, et ils sont souvent à la veille de lancer une attaque. Donc, nous avons très peu d'informations, au fond. Très souvent, on apprend de ce qui va se passer à la dernière minute. Le président Bachir et le président d'EPI, il y avait une base là. On les voyait comme étant les plus forts sur le plan militaire. Aussi, à l'autre extrême, SLA Abdouaïd, je sais que s'il m'entendait parler, il serait encore plus fâché envers moi et probablement le plus faible des puissances militaires, parmi les puissances militaires. Mais toutes les personnes déplacées, la plupart d'entre eux sont en faveur sont pro-Abdouaïd. Et pourquoi pas? Ils sont frustrés. Donc, le message d'extrémisme et de rejet, de s'opposer au gouvernement résonne chez eux. Alors, il y a d'autres formes de pouvoir, pas forcément militaires. Ensuite, il y a ces différends entre le Tchad et le Soudan, mais je ne sais pas ce qui se passe maintenant entre les deux. Je ne connais pas leurs forces relatives, mais
Parce qu'on essaie de dire à tous, arrêtez de vous battre, unissez-vous pour la paix et dans l'intérêt du processus de la paix. Les missions hybrides, ça aussi, il faudrait que ça fasse l'objet d'une toute autre conférence. C'est une nouvelle expérience qui continue, mais je puis vous dire cependant que c'est difficile pour le gouvernement du Soudan de me jeter en dehors du Soudan parce que je suis le chef d'une mission hybride. Alors que si j'étais là uniquement pour représenter les Nations unies, ce serait plus facile ou serait plus facile pour eux de mettre fin à la mission comme ils ont fait après l'indépendance du Soudan du Sud. Le gouvernement a dit pas une heure de plus, vous ne resterez pas une heure de plus dans notre pays. Sortez les Nations unies. Mais puisque c'est une mission conjointe ou hybride, nous avons des mécanismes et un contrat entre le gouvernement soudanais, l'Union africaine ainsi que les Nations unies pour discuter des enjeux. La dernière rencontre a eu lieu d'ailleurs le 6 septembre. Donc, il y a beaucoup de valeur, mais évidemment, ça complique aussi les choses puisque c'est tout un casse-tête de décider qui dirige véritablement cette mission. Alors, nous sommes encore en train de le rédiger, ce scénario. Et difficile d'en tirer des leçons. Mais jusqu'ici, ça a été un avantage. Enfin, les derniers commentaires de l'ambassadeur, je vous remercie. Nous reconnaissons les efforts du gouvernement du Soudan. Il ne faut pas toujours critiquer. Mais il ne faut pas trop envoyer de compliments non plus parce que là, les groupes armés vont se dire que moi, je me rapproche trop du gouvernement du Soudan. Alors, c'est délicat. Il faut que je procède de façon judicieuse. C'est comme un concours où un groupe prend plus d'essor que l'autre. En tout cas, il faut vraiment faire preuve d'impartialité. Il faut être neutre. Mais si vous n'avez pas le courage de parler, de critiquer tout haut et de critiquer tout haut le gouvernement, d'autres forces vont se dire mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Et si le gouvernement est en violation de sa propre entente, je vais le dire et je vais le dire au gouvernement. Je vais leur dire non, vous êtes en contravention de votre propre entente. Mais je crois voir comment pouvons-nous avoir un processus interne crédible lorsque les personnes ne peuvent pas se rencontrer librement, ne peuvent pas se parler ouvertement sans crainte d'être arrêtés. Je crois quand même que j'ai suffisamment de collaboration de la part du gouvernement pour l'instant. Enfin, pas assez du côté des groupes armés, mais au moins, ça commence et ça a débouché. Nous sommes en train de jeter les bases pour la récupération du pays. J'espère que sous peu, les gens vont pouvoir rentrer chez eux. Merci. Merci. Je voulais dire certaines autres choses. D'abord, Ibrahim, un grand merci. Vous voyez comme les gens étaient passionnés. Il n'y avait personne qui s'endormait. Et il y a eu aussi une expérience antérieure de cette expérience des deux chapeaux. C'était en Haïti pendant les années 90, alors que l'Organisation des États américains était très nerveux par rapport aux Nations unies, surtout le Conseil de sécurité des Nations unies. Ne voulait pas qu'il participe au cas de l'Haïti. Aujourd'hui, Bhutto, qui est secrétaire général des Nations unies, a été nommé pour les deux organismes. Ça a été un mécanisme très utile, en fait, puisque nous avons assuré l'OAS qu'elle ne ferait rien dans leur dos. Et ils se sont joints à une mission conjointe quand même. Mais le résultat était différent. L'Organisation des États américains a participé plus rapidement, a réagi plus rapidement que les Nations unies, qui, après tout, a une administration plutôt lourde et lente. Et l'OAS est allé déployer sa propre mission. Et ensuite, les Nations unies sont arrivées avec leur propre mission. Ils ont travaillé côte à côte en parallèle, après quoi ils ont uni leurs efforts. Donc,
Les arrangements institutionnels internationaux pour la paix font preuve de grande souplesse, une souplesse infinie, et peuvent développer toutes sortes de différentes formules selon le temps et le lieu. Deuxièmement, pour les Canadiens, parce que plusieurs d'entre nous sommes des Canadiens ici cet après-midi, nos médias ont parlé beaucoup du Sud-Soudan. C'est compréhensible, c'est très excitant de voir émerger un nouveau pays. Mais le Canada a joué un rôle actif non seulement sur le plan du développement et de l'aide humanitaire dans le sud du Soudan, mais il a joué un rôle très actif pour appuyer d'abord l'Union africaine et ensuite les Nations unies à Darfour. Les Canadiens ne savent pas quelle somme d'argent a été consacrée pour transporter les membres de la mission par avion et pour transporter également le matériel pour la mission permanente. Il y a donc des mesures qui ont été prises par le Canada sur le plan international et qui ne sont pas vraiment connues parce que le Darfour semble être parfois oublié par les Canadiens. Alors, j'ajoute cette note. Ibrahim était à Ottawa. Il a eu l'obligeance de venir au CRDI pour parler au gouvernement canadien de ce soutien qu'il a fourni. Merci encore une fois, Ibrahim.